Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film aujourd'hui qui est sorti il y a quelques jours, le 28 septembre pour être précis. Le film s'appelle La Cour des Miracles. C'est une comédie réalisée par deux personnes, Hakim Zohani, Karine May. Je les connais depuis un certain temps et je suis très content pour plusieurs raisons qu'ils soient là, qu'ils aient accepté en plein boom promotionnel. Ils sont là pendant une vingtaine de minutes pour discuter de ce film qui est vraiment passionnant et je suis vraiment très content qu'ils aient accepté. Comment allez-vous? Ça va, merci, merci pour l'invite. Exactement. Bon, je vais quand même lire tout d'abord le petit synopsis du dossier de presse, comme ça je ne fais pas de bêtises, et ensuite on va prendre le temps de discuter. Alors, Jacques Prévert est une école primaire en Seine-Saint-Denis, et on va parler aussi de la Seine-Saint-Denis dans vos films, parce que ce n'est pas votre premier film. Cette école est menacée par l'arrivée d'un nouvel établissement scolaire bobo écolo flambant neuf. Zaya, qui est jouée par Rachida Brakni, la directrice de l'école, en quête de mixité sociale, s'associe à Marion, jeune instite pleine d'idées, pour créer la première école verte de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique, disons, hétéroclite et pas vraiment tournée vers la nature. C'est ce qui est écrit dans le dossier de presse. Je disais dès le début de l'émission qu'on se connaissait depuis au moins plus de 10 ans, parce que moi, je vous avais connu via votre premier film qui s'appelait Rue des Cités, c'était je crois en 2011, et puis vous en avez fait d'autres. Alors, je vais quand même les nommer parce que c'est important. La virée à Paname en 2013, Molly en 2014, Master of the Class que je n'ai pas vu en 2014, et celui-ci, La Cour des Miracles, en 2021. Première question, ça a fait combien de temps que vous avez ce projet, ce film, cette histoire? Ça fait combien d'années que vous l'avez en tête, ce projet? Ouais, ça se compte en années entre le désir de faire un film d'équipe à l'école. Ça, c'était il y a 6-7 ans. Après, on a fait le court-métrage, on a vécu d'autres choses, voilà. Et on s'est vraiment attelé à l'écriture pendant 4 ans, franchement. C'était long, très long, fastidieux. Film choral, on ne savait pas que c'était plus compliqué. Mais bon, du coup, on est content parce qu'on a fait ce qu'on a voulu. Mais c'était long. En écriture, c'était long. Il y a aussi le Covid, il y avait le Covid au milieu, ouais. Ouais, ça nous allège un peu le truc. Mais et puis le Covid, l'épidémie nous a aidé à radicaliser un peu le propos écolo. Où au début, dans le scénario, Marion, elle faisait beaucoup de nature dans l'école, de jardinage. Et en fait, on a découvert les écoles nordiques pendant le confinement parce qu'on a beaucoup lu là-dessus. Et on s'est rendu compte que même en France, des enseignants sortaient dehors, sortaient leur classe une fois par semaine, allaient en forêt, allaient dans un parc et laissaient les enfants aussi découvrir, se reconnecter et tout ça. Donc, ça a vachement aidé à forcer le trait et à aller plus loin, en fait, dans l'apport de Marion qui arrive du Puy-de-Dôme, de la campagne et qui veut apporter ça au sein de l'équipe. Et avant qu'il y ait ce Covid, est-ce que le film avait toujours cette saveur de légèreté, de fantaisie, de comique? Est-ce qu'il a toujours gardé cette saveur-là, même après le Covid? Oui, c'est un peu notre écriture, c'est un peu aussi notre moteur et tout. C'est-à-dire, effectivement, tous nos films, on les a tournés dans ce territoire où tu as un territoire très compliqué socialement. Ça s'est paupérisé, ça se paupérise encore. On le voit encore récemment avec la difficulté qu'il y a avec tous les crackers qu'on a mis à Porte de la Villette. Et en plus, ils les ont mis vraiment à 200 mètres de l'école où on a tourné et tout. Donc voilà, c'est vraiment un territoire explosif, on va dire. Et du coup, l'humour, ça a toujours été un moteur aussi dans ces territoires. Donc ça, dès le départ, on savait qu'on voulait faire une comédie quand même, malgré tout. Malgré tout. Et comment on gère ce personnage imposant qui s'appelle Seine-Saint-Denis dans vos films? Comment on le prend en considération hein, sans en même temps que ça soit, comment dire, quelque chose de discursif? On reste toujours dans ce milieu qui est le cinéma. Comment on fait pour l'intégrer, ce personnage, qui est un personnage passionnant? Bon, nous, ça a toujours été notre décor. On a du mal à couper le cordon avec ce terrain-là. Je pense que l'idée, c'est de s'en servir de décor et de se dire que c'est des histoires qui se passent à l'intérieur de ce décor. Mais c'est un quartier populaire, donc comment on l'intègre déjà, dans l'histoire, je pense que c'est intrinsèque aux histoires qu'on raconte, puisque on y raconte les gens qui y vivent, qui y travaillent.
Je sais pas si je réponds à la question, Mais du coup, moi, pour rebondir, mais tu le dis très bien dans ta question, c'est qu'on le traite comme un personnage. Hmm. Effectivement, c'est un territoire. Nous, on y a grandi, on a nos amis, nos familles, on y a bossé. Donc, effectivement, on le traite comme un personnage. Et donc, un personnage, quand on le traite, eh ben, on nuance les choses. On n'est pas manichéen. Enfin, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc non plus. C'est complexe et on aime essayer de montrer cette complexité de ces territoires-là. Donc, on le traite vraiment comme un personnage à part entière. Et là, ce personnage se cristallise dans ce film, dans cette école. Mais ce que j'ai toujours trouvé passionnant dans vos projets cinématographiques, c'est que d'emblée, on sait que ça se passe à la Seine-Saint-Denis, ou alors que les personnages viennent de cette région et qu'ensuite ils vont aller ailleurs, mais que plus on avance dans vos films et plus, comment dire, ça ne devient pas une espèce de condition, quoi. C'est qu'il y a cette capacité à faire que ça devienne universel, que ça peut parler à tous et à toutes. J'ai toujours aimé ça. Et dans La Cour des miracles, il y a effectivement cette idée que, bon, il y a une géographie, elle est là, elle est précise, elle est définie, mais qu'au final, et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, bah, finalement, c'est un film qui tourne surtout autour de c'est quoi un passeur aujourd'hui? C'est quoi passer quelque chose? Et je trouve que c'est ça la force peut-être enfin, pas peut-être, c'est sûr même, de votre récit, de la manière comment vous l'avez construit, c'est que c'est un moment, ça s'ouvre à tout le monde. Et je trouve ça assez passionnant. Et ça ne vous met pas dans les fameux films schématiques, à thèse ou quoi que ce soit. Mais parce que aussi, pour rejoindre ce que disait Hakim, je pense que nos personnages en tant que tels, on essaie de les rendre complexes. C'est toujours un peu l'obsession, c'est que, mais du coup, des personnages complexes qui ont raison et tort à la fois, qui vont se contredire même dans ce qu'ils font, comme Zaya dans le film. Elle a des idéaux et en même temps, pour son fils, elle est partagée. Donc, je pense que rendre les personnages complexes et déroutés par la vie, c'est raconter les gens, en fait. Et à partir du moment où on raconte, on espère qu'en tout cas, les gens qui voient le film peuvent se projeter dans tel personnage ou un autre. Et là, du coup, ça devient universel. C'est plus des gens, c'est plus des histoires qui sont racontées à Aubervilliers ou à. Je pense que surtout cette problématique-là qui est partagée de façon sociétale, même dans les grandes villes, on espère, nous, à chaque fois, que c'est des histoires universelles qu'on raconte. Et je pense que c'est le cas. Enfin, même à l'intérieur du film, on prend Madame Nedjar, qui est algérienne, qui est arrivée d'Algérie il n'y a pas longtemps. Elle se bat pour son enfant au même titre que Zaya, qui est directrice d'école. Elle lui fait bien remarquer la différence de classe sociale entre les deux. Elle lui dit. Et en même temps, tout se converge vers une volonté commune. Donc, je pense que c'est aussi en racontant ces personnages-là qu'on rend tout ça universel, j'espère. Sinon, ça serait réducteur, quoi. Pardonnez-moi cette question un peu simpliste, mais il y a certains, ça peut arriver parfois dans l'histoire du cinéma, voire même depuis 10 ans, il y a parfois des cinéastes qui font des films contre d'autres films parce que pour dire c'est pas comme ça que les choses se font, etc. Il y a toujours ce fameux exemple de Howard Hawks, allons voir le train s'il fera 3 fois, et qui dit mais c'est n'importe quoi ce shérif qui demande à tout le monde de l'aider. D'habitude les shérifs ne demandent à personne et il fait Rio Bravo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous lancer dans une entreprise, enfin dans un projet cinématographique parce que excédé par la manière qu'ont certains autres cinéastes à filmer cette géographie, à filmer les gens, à filmer ces histoires-là? Est-ce que ça vous est arrivé déjà ça? En fait, notre désir de cinéma, en réalité, vient de là. Ouais. Puis après, on s'est émancipé, on s'est affranchi de ces questions-là pour raconter des personnages. Mais Rue des Cités, c'était vraiment une réponse à ça. Mais c'est-à-dire qu'au-delà du cinéma, c'était aussi surtout les médias, surtout les médiums visuels, on va dire, qui présentaient ou qui parlaient de ces quartiers où on ne s'y retrouvait pas. Donc il y en a qui l'ont fait à travers la musique, à travers le rap, à travers même des journaux de presse et tout. Nous, voilà, comme en étant cinéphile, un peu, on s'est dit, effectivement, c'était un peu même limite réactionnaire de dire, en plus, nous, c'était sur un reportage bidonné d'une grande chaîne nationale sur un quartier qu'on connaissait, on connaissait les jeunes qui avaient participé, donc Rue des Cités, c'était un peu une réponse à ça, dire, non, mais la réalité de ce territoire ne se résume pas à des jeunes délinquants, il y en a, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas que ça. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment une réponse à ça. Et de fil en aiguille, on a continué à vouloir raconter d'autres histoires à travers d'autres personnages, plus s'ancrer dans la fiction. Mais vraiment, notre désir de cinéma est né de ça, vraiment.
Il y a ça. Et une question très personnelle. Je lisais dans le dossier de presse que toi, Hakim, tu as été, ou tu es, je crois que tu as été plutôt médiateur culturel, où tu montrais surtout, tu as montré entre autres des films. Donc, il y a vraiment cette idée de transmettre des images. Et toi, Karine, tu étais professeur. Et je voulais savoir, dans votre manière de transmettre, de passer, est-ce que, par exemple, Hakim, toi, quelle sorte d'image tu montrais? Parce c'est très subjectif même de transmettre, de passer des images, même quand on essaie comment dire, de faire découvrir le cinéma, il y a quand même toujours une forme de subjectivité, il y a une programmation. Et je voulais savoir un peu quelle sorte d'image tu montrais. Et puis toi, Karine, est-ce que, comme ce personnage de Marion dans le film, est-ce tu avais utilisé d'autres aspects pour enseigner qui étaient un peu, qui sortaient de l'ordinaire? Alors, du coup, en fait, moi, ça s'est construit au fur et à mesure et tout, mais enfin, le constat, et je pense que malheureusement c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression que le cinéma français ne sait pas filmer les milieux populaires. C'est-à-dire que nous concernant, bah voilà, c'est tous ces quartiers périurbains, la banlieue parisienne. Soit on est dans un misérabilisme, soit on est dans un fantasme bah, qui n'existe pas. C'est-à-dire, voilà, soit on les filme avec ce regard, oh les pauvres, soit on les filme en disant, regardez, c'est violent, c'est explosif. Et de trouver le fil le plus juste qui répond vraiment à ces territoires, ça, le cinéma français a encore un peu de mal. Mais je parle des quartiers parce que je connais bien, mais au fur et à mesure de toute la cinéphilie qu'on a pu se faire sur le cinéma français depuis des années, même quand le cinéma s'intéresse aux milieux ruraux, quand on filme des villages, quand on filme des paysans, il y a toujours ce regard-là, en fait. C'est-à-dire que quand je parle de milieu populaire, je parle vraiment des classes populaires, que ce soit dans les milieux urbains ou dans nos campagnes. Il y a un regard très décalé. Donc, il y en a qui y arrivent, quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Mais c'est très, très rare, malheureusement. Et après, on ne va pas digresser et tout, mais voilà, même les médias ont commencé à traiter du sujet des Gilets jaunes. On s'est rendu compte qu'il y avait un fossé énorme entre ce que voulaient revendiquer ces gens-là et la manière dont on les représentait dans les médias. Mais non, après moi, c'est vrai que j'ai été donc, animateur socioculturel. Donc, j'ai créé un atelier vidéo au sein de l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers où j'accompagnais les enfants du développement de leur idée jusqu'à la projection de leur film. Donc après, même pour moi, c'était très formateur parce que voilà, il fallait quand même s'intéresser à tout le processus de la fabrication d'un film, donc c'était super. Mais du coup, c'est vrai que je parlais essentiellement de court-métrage parce qu'on allait projeter un court-métrage. Mais du coup, cette culture du court-métrage, on ne l'avait pas du tout. Enfin, je parle en banlieue et tout, mais de manière générale, on l'a un peu perdu malheureusement en France. Mais du coup, moi, voilà, il fallait que je trouve des films qui leur parlent, mais c'était surtout en termes d'identification. C'est-à-dire que le cinéma français racontait ces territoires, racontait cette jeunesse, mais les jeunes, quand ils voyaient ces films-là, donc c'était essentiellement des marchands, ils s'y retrouvaient pas en fait. Ils trouvaient que ça ne correspondait pas du tout à leur réalité. Et donc moi, du coup, il a fallu trouver quelques films. Et effectivement, dans les années 2000, il y a eu quand même des réalisatrices, notamment je pense à Diana Gay, je pense à Bania Medjbar, je pense à Souad El Boati ou Nassim Amaouj et tout. C'est vrai qu'il y a eu ce mouvement de plein de courts-métrages qui se rapprochaient vraiment d'une certaine réalité, où en plus c'était vraiment très bien fictionné, très bien monté. C'était des chefs-d'œuvre réellement de courts-métrages. Et c'est surtout sur ces supports-là que je me suis appuyé à l'époque pour après faire avancer les jeunes dans la fabrication de leurs films. Et moi, en fait, j'avais des petits, maternelle ou élémentaire, et dans mon souvenir, c'était plus en termes de théâtre, de le fait de s'exprimer, de rendre le truc un peu plus joyeux, ludique, c'était plus ça. Avec du recul, parce que j'étais plus jeune, je me rends compte que j'aurais adoré tomber dans une école Freinet, en fait, publique Freinet, avec une pédagogie, parce que en replongeant dedans avec le film, en me rapprochant de certains directeurs d'école, il y a très peu d'écoles Freinet en France, malheureusement, et je pense que j'aurais pas vu le métier de la même façon. Et ça se trouve, j'y serais peut-être restée, je sais pas, mais parce qu'on est complètement largué, en fait. Donc, j'ai jamais été formée à une autre pédagogie, et donc déjà, on arrive sur le terrain, on fait comme on peut, et on est content d'arriver à maintenir tout. Et avec du recul, ouais, c'est mon regret, ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que le film arrive, le film tombe à la rentrée scolaire,
Et on sait que c'est enfin, ça a toujours été très compliqué l'éducation par rapport le rapport avec les professeurs, les enseignants et la scolarité. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Mais ça l'est d'autant plus cette année pour plein de raisons. Et de voir ce film-là, de voir comment ce personnage Zalia fait en sorte d'exister, de faire exister son école et puis de faire exister plus tard ces jeunes, il y a quelque chose, il y a une résonance comme ça avec la société qui est foudroyante. Je ne sais pas si vous l'aviez anticipé, cette forte résonance, mais ça touche tout, quoi. Je veux dire, ça touche pas forcément uniquement qu'une certaine géographie, ça touche même aussi le corps enseignant. Il y a une résonance assez impressionnante. Après, je pense que malheureusement, on n'est pas visionnaire. On connaît bien l'école. Vous êtes sismographe. Vous n'êtes pas visionnaire, mais vous êtes sismographe au moins, vous. Ouais, ça c'est pas mal. On savait que tout allait converger, enfin, entre l'épidémie, les problèmes à l'école qui sont vraiment pas nouveaux, mais qui maintenant commencent. Pôle emploi, c'était en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années. Là, la France découvre qu'on va chercher les profs à Pôle emploi, mais nous, en Seine-Saint-Denis, ça fait des années. Donc, tout converge en plus en ce moment, avec aussi le côté environnemental. Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on fait des citoyens de demain, quoi. Tout ça, c'est la même question. Et ce problème de manque de mixité et d'évitement de cartes scolaires, pareil, ça fait plusieurs années. J'ai l'impression que là, on arrive à un moment donné où ça s'accélère parce que les choses s'assument, en fait. On assume, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire une école publique contre une école publique. C'est montrer que l'État assume ça. C'est un état de fait. Oui, on fait des écoles de pauvres, des écoles de riches. On l'assume, c'est officiel. Et c'est du coup une décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'aménagement des territoires. Donc, je pense que c'est d'autant plus en résonance aujourd'hui que ça s'est affirmé, en fait. Je pense, ces 2-3 dernières années. C'est quelque chose d'assumé. C'est comme ça. Et du coup, ça radicalise les écoles, et dans le sens où les enseignants sont dans de meilleures conditions, ou les autres sont dans de pires conditions, du coup. Donc, c'est hyper dur. Est-ce que mettre votre caméra et dans l'école, mais aussi hors de l'école, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui ne sont pas forcément dans les murs, mais aussi hors des murs, est-ce que c'est une manière aussi pour vous de dire... si on doit, c'est aussi une manière de répondre un peu à un certain aspect du cinéma français depuis maintenant plus de 40 ans, qui dit qu'il faut, pour comprendre un peu tout ce qui se passe dans certains quartiers populaires, pas forcément Seine-Saint-Denis, il faut d'abord commencer par les origines, c'est-à-dire il faut aussi commencer par l'école, pour comprendre un peu d'où ça vient et qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui n'a pas foiré, comment. Est-ce qu'il y a de cela aussi chez vous? Oui. Après, l'école, c'est le début, quoi. C'est le démarrage. Donc, en plus, en parlant de l'école, on parle on parle du quartier. Enfin, l'école, ça a un spectre large. C'est vraiment c'est l'épicentre de tout un endroit, en fait. Donc, c'est aussi raconter où habitent les gens, en fait. Est-ce qu'ils habitent entre eux? Est-ce qu'ils habitent par ethnie, par classe sociale? C'est tout ça que ça raconte, l'école. Et c'est quand même l'endroit où ça commence. Donc, pour nous, c'était l'endroit idéal où se poser pour raconter effectivement ce début de vie. Et cet endroit qui est une école républicaine, donc qui est un endroit de l'État, et comment les enfants sont traités. On ne dit pas qu'ils sont malheureux, hein. Moi, j'avais des enfants joyeux, parce que l'enfant est joyeux de toute façon. Donc, c'est quand même le principe. L'enfant est joyeux, l'enfant aime la nature de façon complètement spontanée. Il se met à adorer mettre les mains dans la terre et tout ça. Le problème, c'est comment les adultes gèrent leur évolution, et est-ce que l'adulte les met entre parfois ou de bonnes mains ou dans des endroits qui ressemblent, qui sont la République, en fait. Parce que la République, c'est l'égalité des chances. Bon, on n'y est pas. On n'y est clairement pas. Donc, est-ce qu'on peut toujours dire que l'éducation est nationale et que l'école est républicaine? Moi, je ne pense pas. Si déjà, à cette étape de la vie, à 3 ans, on n'a pas la même chance qu'un enfant qui a 8 km, même pas. Dans le cas d'Aubervilliers, Paris, c'est de l'autre côté du boulevard, et ce n'est pas les mêmes conditions de travail pour les enseignants non plus. Là, du coup, on soulève à partir d'une école, on soulève une question fondamentale. Pardonnez-moi de revenir aux questions de cinéma, parce que vous êtes aussi cinéaste. Comment faire quand vous filmez
pour ne pas tomber dans le discursif, dans le discours? Est-ce que ça se passe dès le début, c'est-à-dire quand vous construisez votre scénario, et vous partez, d'ailleurs, vous démarrez sur quel est comment dire, le point qui va faire que vous démarrez, c'est quoi? Vous basez sur quoi? Et puis surtout, au niveau de l'image, comment vous faites pour travailler par rapport au plan, pour ne pas sombrer dans le discours? Parce que j'insiste beaucoup, je le dis, mais ce film échappe à tout ça, et c'est ce qui le rend encore plus intéressant, je trouve. Oui, c'est une comédie, mais à chaque fois qu'on en parle, comme on nous interroge sur des sujets importants, dont on rit, on en rit, et il y a plein de choses, mais parce que les gens rient. Dans les quartiers, c'est quand même dans les quartiers, pardon pour cette généralité, mais c'est quand même dans les quartiers les plus populaires qu'on rit le plus. Et ça, j'invente rien du tout. Les comédies italiennes l'ont très bien raconté. Pagnol. C'est ça, c'est que le genre du film, c'est une comédie. Alors, il y en a qui ont inventé un nouveau genre pour dire film de banlieue. Il y en a qui ont inventé un nouveau genre pour faire un film d'école et tout. Mais en réalité, non, le genre du film, c'est une comédie. Eh ben, je vais te couper la parole. Je suis désolé parce que c'est récent. J'ai lu il y a 1 heure juste quelqu'un qui écrivait en parlant de cinéma beurre. Déjà, ça, c'est problématique. Pour parler de Keshish, il mettait entre parenthèses souvent appelé cinéma de banlieue. Voilà. Donc, c'est pour te dire que et c'est un truc que j'ai lu. Ça date de 2022. Hein, donc, c'est pour te dire que on n'avance pas vraiment, tu vois. Je referme la parenthèse. Allez, je t'en prie. Non, mais c'est très compliqué parce que ça, c'est une vision très élitiste des choses. C'est-à-dire que c'est un entre-soi qui se résume en réalité à peu de personnes, mais qui ont la main mise sur tout. Et donc, c'est leur vision à eux qui s'impose à toute la nation, parce que là, c'est eux qui sont au sommet de la pyramide des vraies décisions. Et donc, voilà, c'est leur vision à eux. Et donc, du coup, voilà, effectivement, c'est plus simple d'inventer des genres pour catégoriser les choses. Mais voilà, nous, dès le départ, on savait qu'on voulait faire une comédie. C'était vraiment le genre dans lequel on s'inscrivait. Après, on raconte la France, en fait, parce qu'on ne raconte pas l'éducation des jeunes des écoles de banlieue. Non, on raconte l'éducation nationale. C'est-à-dire que nous, c'est une sorte de huis clos dans cette école, même si effectivement, on en sort, mais ça reste toujours au thème de l'éducation. Mais voilà, il y a des rapports très sérieux qui ont été publiés, notamment un rapport de l'OCDE sur l'école qui dit que l'école française est la plus inégalitaire de tous les pays développés. Donc ça touche les milieux très urbains, les périphéries des grandes villes, mais ça touche aussi tous les villages. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays développé où l'environnement social dans lequel évolue l'enfant a une telle incidence sur sa réussite scolaire. Donc voilà, on est dans ce pays-là. Avec ses qualités, ses défauts et tout. Donc on raconte une histoire 100% française, parce que cette histoire-là, elle n'a pas lieu d'être dans d'autres pays, clairement. Et pour éviter le discours, je pense que le désir, c'était vraiment de partir de cette brochette d'instit qui nous intéressait. Donc, comme on dit, assez hétéroclite entre le bobo, le sportif, la directrice hyper rigoureuse et pleine de conviction, la nana qui arrive de campagne, les vacataires, Gilbert Melki et Mourad Boudaoud, quand même, qui ne sont pas au début du film les meilleurs instits du monde. Donc, déjà, on partait avec une galerie de personnages porteurs pour la comédie. Et c'est eux. En fait, je pense que... donc déjà, on ne voulait pas être dans le discours, évidemment, asséner des principes et des idées. Mais je pense que c'est les personnages qui, par leur histoire, nous ouvrent des fenêtres sur ce que chacun pense. Je veux dire, entre Léonie Simaga, qui interprète Ingrid, qui dit à Marion, moi, je m'en fous de ton jardinage. Je veux que mes enfants, ils sachent lire, écrire et compter, parce que les autres, ils préparent les écoles de commerce et qu'il va falloir y aller. Moi, je la comprends aussi, Ingrid. Oui, c'est ça. Elle n'a pas tort, en fait. Elle n'a pas tort, et personne n'a tort. Et je pense que là, on ne tombe pas dans le discours. Quand on arrive à être un peu dans la complexité de... Est-ce qu'il y a vraiment un méchant parmi les personnages? Est-ce qu'il y en a un qui a complètement tort? Moi, je ne pense pas. Et ça ne veut pas dire que chacun n'est pas sûr de lui et de ses convictions, mais on voit que chacun a ses failles aussi, et que chacun a dans sa tête plein de choses qui se mélangent, et c'est normal. Parce qu'ils sont humains, en fait. Ce n'est pas des machines. D'où d'ailleurs, mais ça je ne vais pas dévoiler, comment l'idée que vous avez eue pour la fin du film, ça, pour clôturer le film, et ça je n'irai pas plus loin. Il y a aussi autre chose qui est assez intéressant. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès, enfin si, je pense que c'est fait exprès, mais pas parce que vous êtes vous, binôme, pour travailler à l'image, au scénario, mais le scénario que vous avez écrit fonctionne aussi sur plusieurs binômes dans votre film. Alors, c'est pas parce que vous êtes vous deux binômes, j'imagine, ça n'a rien à voir. Peut-être. Hein. Ouais, peut-être, effectivement, on nous a déjà posé cette question en débat. Et c'est vrai que peut-être inconsciemment, ça découle de là. Mais effectivement, on a vraiment travaillé
ce collectif à travers des binômes, puis ensuite qui font corps ensemble et tout. Mais c'est vrai que entre Zaya, Marion, entre Séïd, Jean-Pierre, entre Raphaël, enfin entre Mickaël et Jérôme, effectivement, on a beaucoup bossé de cette manière-là l'écriture, quoi. Mais parce qu'on ne se raconte pas les mêmes choses quand on est à deux ou quand on est en groupe. Donc, c'est aussi Zaya et Marion, c'est aussi deux générations, deux façons de voir le monde et l'école. Donc, c'est plus passionné, en fait, quand on est à deux. Il y a un moment, Zaya montre, encore deux questions et puis je vous laisse tranquille. Il y a un moment, Zaya vous montre à Marion, si je me rappelle pas, une ancienne photo de classe d'elle quand elle était petite. Et si je me souviens bien, elle est dans une classe où elle dit, en gros, avant, ça n'existait pas, cette espèce de séparation entre les pauvres et les riches. Et on la voit dans une classe où il y a beaucoup de temps. Il y a deux photos, je crois. Une première photo où on la voit dans une classe où il y a très peu de Français et Françaises d'origine immigrée, et dans les autres photos il y en a une, et je me disais, je trouvais ça intéressant en fait, cette espèce de ce qu'elle souhaite, il y a une espèce de paradoxe un peu chez elle, d'une contradiction en fait, elle sait pas du tout finalement ce qu'elle veut, et c'est ça, comme si elle est un peu comme ça emportée par cette société, et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant dans votre film, c'est que c'est pas un film qui se base sur des choses extrêmement précises, c'est très flou, et c'est aussi à l'image de ce que nous vivons et de ce que nous pouvons être nous aussi, parce qu'il pourrait y avoir parfois des moments assez flous dans ce qu'on veut vraiment pour nos enfants ou pour nous-mêmes. C'est vraiment un film qui n'est pas forcément flou, mais qui doute. Voilà, c'est un film qui doute énormément, je trouve, malgré une comédie doute fascinant. Mais il y a ça, il y a ce doute qu'on voit souvent dans ce film que je trouve assez passionnant. Zaya, elle aimerait. Il n'y a pas du tout de nostalgie chez elle, mais elle regrette la mixité qu'elle a connue enfant. Donc elle incarne ça. Et Marion est là pour lui dire, mais arrête d'être obsédée par ça et pense aux enfants que tu as dans l'école et fais ton job. Et voilà. Je pense que Zaya, elle a envie d'être emportée par le mouvement de Marion et de dire on va faire l'école verte. Mais au début, elle le fait vraiment pour les bobos parisiens, en fait. Elle les veut chez elle. Il y a un truc très inconscient ou pas, mais c'est intéressant, ça, je trouve, cette idée-là. Ouais, mais parce que c'est pas simple, parce que elle est complexe. Entre les deux, il faut avancer quand même, et c'est vrai qu'il faut être là pour ses propres élèves à elle, et en même temps, même pour ses propres élèves à elle, elle voudrait cette mixité. C'est pour eux qu'elle se bat, hein, c'est pas pour elle. Je pense qu'elle s'en fout d'avoir des parents pauvres ou des parents riches. Elle veut que ses élèves puissent fréquenter les classes, toutes les classes sociales, et qu'ils soient pas juste entre pauvres. Parlons clairement. Ah non, c'est clair. Et du coup, c'est pareil, c'est comme nous, on tenait beaucoup au personnage de Madame Nedjar, donc il est interprété par Faiza Ghen, la grande romancière. Nous, on aimait beaucoup ce point de vue. On avait été inspirés par des femmes d'origine maghrébine ou maghrébine de Montpellier, à la cité du Petit Bar, il y a quelques années. Et elles avaient des grosses banderoles, on veut des blonds. Ça nous avait fait rire, même si ça nous avait touché et fait rire. On peut avoir les deux en même temps. Et c'est ça, on a dit Madame Nedjar, c'est ça en fait. Elle arrive d'Algérie il y a 3-4 ans. Un peu comme dans Rue des Cités, une dame qu'on avait filmée et qui disait j'arrive d'Algérie, j'arrive ici, c'est encore l'Algérie. Je pensais pas en fait. Et oui, c'est pas rien en fait. C'est Madame Nedjar, quand elle arrive dans l'histoire, ça fait quelques années qu'elle est en France et elle a tous les codes, elle a tout compris en fait. Elle voit très bien que les parents vont vouloir aller dans l'autre école. Elle sait très bien qu'il y aura d'autres avantages du coup. Parce qu'il y aura des Blancs qui arrivent de Paris, qu'il y aura des gens qui vont aller au rectorat, etc. Et nous, ça nous plaît aussi ce point de vue, qui n'est pas toujours celui qu'on entend en fait. C'est-à-dire, oui, repli communautaire, ok, très bien. Mais il y a aussi Madame Nedjar qui dit on veut des blonds. En fait, mettez-nous, on accueille les Parisiens, venez les Parisiens, on va se mélanger et ça sera déjà un peu plus complet des deux côtés, quoi. Donc, c'était aussi mettre le doigt sur ça et ça nous amusait de l'amener comme ça parce que Madame Nedjar, dans le film, elle est assez. Elle lâche pas l'affaire, quoi. Non, mais c'est ça qui est assez intéressant. Je répète, la Cour des miracles est sortie le 28. L'inconvénient, c'est que cette vidéo va sortir bien après. Et en même temps, c'est un avantage parce que j'ai envie de vous dire comment ça se passe actuellement. Est-ce qu'il y a de très bons retours? Quand vous le montrez, le film, est-ce qu'il y a de très bons retours? Oui, on a fait une tournée d'avant-première, ça s'est super bien passé. Franchement, on a des super retours du public, vraiment. Après, voilà, c'est une sortie nationale et là, on se confronte à ce qu'on appelle le marché. Et ça n'a rien à voir avec le film en soi.
Mais voilà, le prix des places qui sont quand même assez excessifs et tout, en termes d'entrée, c'est pas dingue. Voilà. En plus, il y a 17 films qui sont sortis le 28. Ouais. On a eu quelques bons papiers dans la presse, mais il n'y a pas eu. Voilà, il fallait créer le film événement pour pouvoir s'en sortir, parce que même si on a des super comédiens et tout, c'est pas un casting très identifié par rapport au public et tout. Le film est politique un peu, donc voilà, des fois ça rebute certains spectateurs et tout. Donc là, non, les entrées sont c'est un peu compliqué, mais voilà, bon, on attend le week-end. C'est un film qui peut se voir en famille aussi, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à emmener vos enfants et tout, parce qu'en plus ça interpelle vachement. Ça Ouais. suscite, c'est un film qui suscite le débat en tout cas. Et puis je Donc, pense ouais. que les gens, ouais, en fait, j'ai envie de forcer les gens, de les attacher sur les fauteuils. Après, quand ils viennent, franchement, pour avoir fait plein de villes, Ouais, ils sont tous restés au débat. Ils ont vachement ri. Ils disaient, ouais, je suis venu avec une copine. Franchement, déjà, les films français, c'est bon. Et j'ai trop ri, j'ai pleuré. Donc, c'est hyper. On a envie de le partager, en fait. Voilà. Parce que je sais, moi, je promets aux gens qui vont rire et être émus. Mais ça, c'est dur de convaincre, surtout aujourd'hui. Il y a eu l'épidémie. Donc, c'est hyper dur de promettre aux gens ça parce qu'on n'est pas très objectif. Mais c'est notre film. Mais je sais, on a vu quoi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est que les gens y aillent. Et après, je pense pas que beaucoup soient déçus. En toute humilité. Je me permets de dire ça. Eh ben, tu peux te le permettre. En tout cas, moi, j'étais pas déçu. Je suis très content de l'avoir vu et il faut aller voir ce film. C'est important. Il y en a d'autres que l'on voit sur des chaînes de télé qui le sont moins. Et celui-ci est très, 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 très important. En tout cas, merci. En plus, c'était vraiment un plaisir de revoir des têtes connues comme Steve Tienche, comme voilà, Mourad Boudaoud qui a travaillé. Enfin, voilà. Il y a des choses intéressantes dans ce film. Et merci à vous. En tout cas, je vais vous laisser tranquille maintenant. Continuer à faire des films, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je remercie Julie Brown aussi pour l'aide apportée à la conception de cette émission. À très vite. Merci, à très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three good companions.